C'est en 1513 que la carte de Piri-Reis est dessinée par l'auteur du même nom. Pour certains chercheurs, elle semble indiquer les contours de l'Antarctique sous sa calotte polaire et avoir une précision hors norme. Mais si c'est le cas, ce savoir vient-il d'une civilisation perdue, depuis longtemps oubliée? Et comment expliquer l'établissement de cette carte par un homme qui n'aurait pas été censé avoir toutes ces informations? L'histoire telle qu'on la connaît comprend-elle une facette depuis longtemps perdue? Allons voir l'histoire fascinante de l'un des documents les plus discutés du XXe siècle. On commence par une redécouverte. En 1929, dans les réserves du palais de Topkapi à Istanbul, une équipe de chercheurs turcs fouille de vieilles pièces rarement ouvertes. Dans un meuble oublié, ils trouvent un rouleau de parchemin distinctement décoré. Quand on le déroule avec précaution, apparaît une carte surprenante. L'Atlantique, les côtes d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud, des îles, des navires et des notes serrées en turc ottoman. L'objet est vite identifié. Il s'agit d'une carte dessinée en 1513 par un amiral ottoman, Ahmed Muhiddin Piri, connu sous le nom de Piri-Reis, Piri le capitaine. Le parchemin, réalisé en peau de gazelle, ne mesure pas plus de 90 cm sur 63. C'est en réalité un fragment. Seule la partie occidentale du planisphère a survécu. Le reste, celui qui devrait montrer le cœur de l'ancien monde, a disparu, déchiré ou perdu au fil des siècles. Malgré son état, la carte impressionne par la richesse de ses détails. On y reconnaît entre autres la péninsule ibérique et l'Afrique de l'Ouest d'une précision étonnante pour le début du XVIe siècle. Les îles du Cap-Vert, les Canaries, les Açores, les Caraïbes et plusieurs îles qui correspondent aux découvertes de Christophe Colomb. Une longue côte orientée nord-sud qui figure le Brésil et l'Atlantique Sud. Plus mystérieux encore, des terres du sud-ouest dont la forme et la position ouvriront la porte à toutes les spéculations. Mais ce n'est pas seulement le dessin qui intrigue. Sur les marges, Piri-Reis a laissé une série de notes explicatives. Dans l'une d'elles, il raconte que, pour dessiner cette carte, il a utilisé une vingtaine de sources. Des cartes arabes, portugaises, espagnoles, des cartes indiennes, mais surtout une carte qu'un marin espagnol, ancien compagnon de Christophe Colomb, lui aurait rapportée. Ce marin, fait prisonnier par les Ottomans, lui aurait décrit les pays nouvellement découverts et lui aurait remis une copie de la carte de son ancien commandant. Piri-Reis affirme avoir intégré tout cela dans son propre travail. Pour les historiens de la cartographie, la découverte est précieuse. C'est l'un des premiers témoignages non européens et de l'intégration du Nouveau Monde dans une vision globale. Pour certains auteurs, en revanche, une autre histoire commence. Celle d'un mystère planétaire. Dans les années 1950, un professeur d'histoire américaine, Shel Hapgood, enseignant à l'université du New Hampshire, s'intéresse à la cartographie ancienne. Il tombe sur la reproduction de la carte de Piri-Reis et, comme beaucoup avant lui, se pose une question apparemment simple. Comment, en 1513, un cartographe ottoman a-t-il pu tracer avec une telle précision certaines côtes du Nouveau Monde? Hapgood ne se contente pas d'une réponse rapide. Avec ses étudiants, il se lance dans ce qui deviendra une enquête de plusieurs années. Le projet est ambitieux. Comprendre non seulement la carte de Piri-Reis, mais aussi l'origine de toute une famille de cartes anciennes, les portulans, qui semblent d'une exactitude parfois supérieure à ce que l'on attendrait du Moyen Âge. Dans son ouvrage « Maps of the Ancient Sea Kings », Hapgood retrace cette recherche. Il lit, compare, mesure, superpose les cartes antiques, médiévales et de la Renaissance.
Il se penche en particulier sur les cartes nautiques méditerranéennes. Ces portulans, couverts de lignes, utilisés pendant des siècles par les marins. Les conclusions de Hapgood rejoignent celles d'un géographe suédois de la fin du 19e siècle, Erik Nordenskjöld. Il disait « Les portulans médiévaux sont étonnamment précis. La précision n'augmente pas au fil du temps. Par exemple, une carte de 1339, comme le fameux portulan de Dulkert, rivalise ou dépasse souvent des cartes du 16e siècle. » Il dit également que les copies tardives ont plutôt tendance à dégrader la qualité de l'original. Enfin, globalement, les portulans sont plus exacts que les cartes connues de l'Antiquité, y compris celles inspirées de Ptolémée. À partir de là, Hapgood formule une hypothèse audacieuse. Tous ces portulans, du moins les meilleurs, seraient les descendants d'une carte originelle perdue, un portulan normatif dont nous n'aurions plus que des copies plus ou moins fidèles. Les similitudes de tracés des côtes méditerranéennes, la constance d'échelle, le système de mesure qu'il croit identifier, l'amènent à penser que cette carte mère remonterait à une époque très ancienne où des peuples de grands navigateurs dominaient les mers. Dans cette perspective, la carte de Périrais n'est pas qu'un simple portulan de plus. Elle devient pour Hapgood l'un des derniers échos d'une tradition géographique très avancée, antérieure même à Ptolémée. Quiconque observe la carte de Périrais remarque un détail frappant. La surface est couverte d'un réseau de lignes rayonnantes. Ce sont les fameuses lignes de Rooms, partant du centre multiple, les roses des vents et indiquant les directions de navigation. Sur les portulans, ces lignes servent à tracer les routes au compas, bien plus qu'à fixer les coordonnées géographiques. Hapgood et ses étudiants, comparant la carte de Périrais à celle de Dulkert, constatent que ce réseau de lignes est étonnamment régulier. Ils se demandent s'il ne cache pas quelque chose de plus profond, un système géométrique sous-jacent. Un étudiant, Richard W. Livingood, imagine la méthode qu'aurait pu suivre le cartographe originel. Il aurait choisi un centre convenable pour la zone à représenter. Il aurait tracé un cercle couvrant l'aire à cartographier. Il aurait ensuite divisé ce cercle en 16 secteurs de 22 degrés et demi ou en 32 secteurs de 11 degrés et un quart, comme la direction de la rose des vents. Il aurait ensuite relié certains points de la circonférence pour former un carré, puis 4 carrés imbriqués. Enfin, il aurait utilisé ce dispositif pour tracer un quadrillage de lignes orthogonales, une sorte de grille de coordonnées. Cette reconstruction très séduisante donne l'impression qu'une géométrie savante se cache derrière le dessin. Bien que de nombreux spécialistes affirment que les portulans ne reposent pas sur un système de latitude-longitude comparable au nôtre, Hapgood avance que l'une des lignes verticales pourrait être un méridien de référence et les lignes qui lui coupent à angle droit des parallèles. Il prétend même que ces cartes anticipent une projection semblable à celle de Mercator, pourtant officiellement formulée en 1569. Cette idée pousse le groupe à un nouveau défi: trouver le centre géométrique de la carte de Périrais. Pendant près de 3 ans, Hapgood et ses étudiants testent des hypothèses, tracent, calculent, superposent la carte à des globes modernes. Finalement, ils estiment que ce centre se situe près de Sienne, l'actuelle Aswan, à l'intersection supposée du méridien d'Alexandrie, précisément dans la partie de la carte qui manque aujourd'hui. Reste une série de questions inquiétantes. La carte est-elle orientée vers le nord géographique ou vers le nord magnétique? Faut-il supposer plusieurs nords différents, comme certains l'ont fait pour la projection de Mercator? Peut-on réellement ramener toutes les anomalies à un simple problème de projection? Face à ces difficultés, Hapgood fait appel à un mathématicien, Strachan. Grâce à une approche trigonométrique, celui-ci calcule les longitudes et les latitudes relatives de 5 centres marqués par des roses des vents.
En ajustant ces données, ils construisent une grille qui, selon eux, colle suffisamment avec la réalité pour confirmer l'idée d'un système géométrique cohérent. Mais ce succès apparent s'accompagne d'un constat. Certaines régions s'alignent parfaitement, d'autres beaucoup moins. Pour Hapgood, la conclusion est claire. La carte de Périres est composite. Périres aurait superposé plusieurs cartes locales de projections différentes, héritées de sources. Capable de mesurer le globe et d'en dresser les cartes bien avant la Renaissance. Notre ensemble de détails sur la carte nourrit cette hypothèse d'un savoir oublié. Certains sont relativement bénins, d'autres beaucoup plus explosifs. Parmi les motifs qui intriguent, on trouve la présence d'une grande île au milieu de l'Atlantique, nommée Antillia, accompagnée d'une autre île au niveau des actuels rochers de Saint-Pierre et Saint-Paul. Pour Hapgood, Antillia n'est pas une invention gratuite. Il y voit la possible survivance d'une île réelle, peut-être submergée depuis, ou bien la représentation symbolique d'un archipel plus vaste, maintenant disparu. Il n'est pas le premier à faire le lien avec la légende de l'Atlantide, mais il contribue à raviver cette association dans l'imaginaire du XXe siècle. Pourtant, l'élément le plus controversé se situe plus bas encore sur le parchemin. Un continent austral représenté comme une masse de terre imposante aux côtes irrégulières. Hapgood et Mallory Y voient ni plus ni moins une Antarctique sans glace. Selon eux, les fjords, les chaînes montagneuses, les baies profondes indiqueraient un paysage dégagé de sa calotte, représentant le littoral tel qu'il aurait pu apparaître avant la dernière glaciation. Face à cette interprétation, les réactions du monde scientifique sont vives. Des géographes soviétiques affirment que la forme de ce littoral ne coïncide pas avec celle de l'Antarctique, mais plutôt avec l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, la Patagonie et la Terre de Feu, exagérée et déformée. D'autres, comme le géographe Dolgouchine, acceptent la possibilité que la région vise bien l'Antarctique, mais suggèrent que les cartes sources auraient été établies après l'installation de la calotte polaire et non avant. Hapgood, lui, reste campé sur sa position. Au début du XVIe siècle, ni la Patagonie ni la Terre de Feu n'étaient censées être connues au point d'être représentées ainsi.
Leur présence détaillée sur la carte de Piri Reis resterait selon lui impossible à expliquer sans recourir à des sources beaucoup plus anciennes. La tension monte. La carte semble refuser obstinément de se laisser enfermer dans une lecture simple. Pour appuyer sa thèse, Hapgood ne se contente pas de la seule carte de Piri Reis. Il construit un dossier global, rassemblant d'autres documents qui, à ses yeux, portent la même empreinte. Il cite d'abord le portulan de Dulkert de 1339, une carte médiévale d'une précision étonnante pour la Méditerranée et l'Atlantique oriental. En comparant cette carte à des documents ultérieurs, Hapgood et Nordenskjöld remarquent que les erreurs les plus grossières appartiennent souvent aux copies tardives, comme si l'original, aujourd'hui perdu, avait été plus exact. Il s'intéresse ensuite à la carte de Decanerio, réalisée entre 1502 et 1504. Cette carte couvre l'Afrique, la Méditerranée, une partie de l'Asie et figure aussi des portions du Nouveau Monde. Hapgood pense y retrouver le même centre géométrique que celui qu'il a identifié pour la carte de Piri Reis, à l'intersection de l'équateur et du méridien passant par Alexandrie. Pour lui, Decanerio n'aurait fait que recopier un modèle plus ancien, dérivé du fameux portulan normatif. Puis vient la fameuse carte d'Oronteus Phineus, publiée en 1531. On y voit un vaste continent austral entourant le pôle sud, découpé, montagneux avec des fleuves et des baies. Les partisans d'une Antarctique déglacée y voient une confirmation éclatante de leur thèse. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu inventer une telle terre sans s'appuyer sur des documents antérieurs? Pour Hapgood, la réponse est claire. Oronteus, comme Piri Reis, a puisé dans un fond de carte très ancienne décrivant la Terre à une époque où l'Antarctique n'était pas encore entièrement glacée. Les critiques modernes rappelleront que la Terra Australis est un thème récurrent de la cartographie de la Renaissance, hérité de spéculations antiques. Un grand continent austral est postulé pour équilibrer les masses terrestres du Nord sans qu'aucune exploration réelle ne l'ait confirmé. Hapgood convoque aussi la carte dite de Haji Ahmed de 1559, un planisphère imprimé à Venise mais rédigé en turc. Il y remarque la qualité du tracé des côtes nord-américaines et y voit la trace de sources antérieures, tandis que les historiens modernes y reconnaissent plutôt une adaptation de cartes européennes déjà bien développées. Enfin, il s'intéresse aux cartes de Jorge Reinel et d'autres cartographes de l'école portugaise qui semblent esquisser les contours d'une grande île à l'emplacement de l'Australie bien avant sa découverte officielle. Le professeur Hapgood, tout cela ne peut être qu'un faisceau de preuves, de multiples cartes réalisées à des époques et dans des pays différents semblent converger vers une tradition cartographique plus ancienne. Dans son livre, il tisse ces documents en un récit cohérent. Toutes ces cartes seraient, à des degrés divers, des copies déformées d'un ensemble de cartes beaucoup plus vieilles qui décrivaient déjà la surface du globe avec une exactitude remarquable. Arrivé à ce stade, Hapgood franchit un pas de plus. Celui qui fera de lui une figure centrale des théories de civilisation perdue. Il propose qu'il ait existé, il y a 6 à 10 000 ans, voire davantage, une civilisation mondiale dotée de connaissances scientifiques avancées. Selon Hapgood, elle savait mesurer la Terre avec précision. Elle maîtrisait la trigonométrie plane et sphérique. Elle connaissait les grands courants océaniques, les côtes des continents et les archipels. Enfin, elle était capable de dresser des cartes globales bien plus exactes que celles de l'Antiquité classique. Selon Hapgood, cette civilisation aurait existé pendant la fin de la dernière glaciation
à une époque où certaines terres, comme l'Antarctique, auraient été partiellement libres de glace. Une suite de bouleversements climatiques, de déplacements rapides de la croûte terrestre ou de catastrophes naturelles aurait provoqué sa disparition. Il reprend même l'idée d'un déplacement des pôles. Les masses de glace auraient entraîné un glissement de l'écorce terrestre, déplaçant brutalement les régions polaires vers de nouvelles latitudes. Quelques-uns des documents cartographiques de cette civilisation auraient survécu, cachés dans des bibliothèques comme celle de Carthage ou d'Alexandrie, rare îlot de savoir au cœur des tempêtes de l'histoire. Lors des destructions successives, incendies, guerres, fanatisme, ces cartes auraient été en partie perdues, en partie recopiées, souvent mal comprises par les peuples ultérieurs comme les Grecs, les Arabes, les Européens du Moyen Âge. Ce sont ces copies, pense Hapgood, qui auraient donné naissance aux portulans médiévaux et aux cartes scandaleuses comme celle de Périérès. Pour lui, l'histoire classique, qui voit dans la progression des connaissances un mouvement linéaire allant de l'obscurité vers la lumière, se trompe. Il y aurait eu des hautes civilisations contemporaines de peuples paléolithiques, comme il y a eu Babylone, Troie ou Rome, coexistant avec des tribus restées longtemps dans la pierre. Hapgood insiste également sur la fragilité de la mémoire historique. Combien d'œuvres d'Aristote ont été perdues? Combien de traités scientifiques de l'Antiquité ont été détruits parce qu'ils contredisaient l'orthodoxie religieuse? Dans un tel monde, une civilisation entière pourrait-elle disparaître sans laisser aucune trace? Pour le professeur américain, la réponse est oui, et la carte de Périérès en serait l'une des preuves les plus éloquentes. La question que soulève Hapgood est simple. Et si, avant nous, il y a très longtemps, une civilisation scientifiquement développée avait cartographié la Terre? À partir des années 1990, cependant, un nouveau type d'enquête s'ouvre. Des historiens de la cartographie comme Gregory McIntosh, Joaquim Alves Gaspar, Karen Pinto, Diego Cuogui et d'autres décident de soumettre la carte de Périérès à des analyses minutieuses. Ils ne cherchent pas à alimenter la légende, mais à comprendre la carte dans son contexte historique réel. Leur démarche est méthodique. On photographie la carte en haute résolution. On relève tous les toponymes. On identifie les annotations marginales. On superpose, non pas arbitrairement mais en respectant les échelles, la carte de Périérès aux cartes connues du début du XVIe siècle. Peu à peu, une image plus sobre se dessine. Les chercheurs montrent que la carte de Périérès est un portulan méditerranéen classique, avec un réseau de rhombes parfaitement conforme à celui des autres cartes nautiques. Elle s'inscrit dans la tradition des cartes portugaises et espagnoles de l'âge des découvertes. Quand on la compare au planisphère portugais de Cantino, à la carte de Caverio ou au planisphère de Juan de la Cosa, on y retrouve les mêmes erreurs de forme, les mêmes hésitations sur la position des îles, les mêmes confusions entre certaines côtes. Les toponymes, c'est-à-dire le nom des lieux, parlent d'eux-mêmes. Les îles caribéennes reprennent les appellations de colons. La forme étrange de Cuba, allongée continentale, reflète la croyance de colons qu'il s'agissait d'une péninsule asiatique. L'île d'Hispaniola, elle, ressemble davantage au Japon décrit par Marco Polo qu'à la réalité géographique. Toutes ces caractéristiques se retrouvent sur d'autres cartes européennes de l'époque. Périérès, en compilateur habile, ne fait que reprendre et combiner ces modèles. Oui, certaines proportions des côtes, notamment l'Afrique occidentale et le Brésil, sont étonnamment bien rendues. Mais comparée au meilleur planisphère du XVIe siècle, la carte de Périérès n'est pas la plus précise. Des cartographes comme Diogo Ribeiro ou Abraham Ortelius le surpassent largement quelques décennies plus tard. Ce n'est pas une anomalie inexplicable, mais un jalon parmi d'autres dans un développement rapide de la cartographie européenne. Quant à la fameuse masse continentale au bas de la carte, les analyses détaillées montrent qu'elle s'explique très bien sans recourir à une Antarctique sans glace.
La forme générale correspond grossièrement à une extrapolation de la côte sud-américaine, prolongée vers l'est, mêlée à des éléments de la mythique Terra Australis que beaucoup de cartes de la Renaissance placent dans l'hémisphère sud pour des raisons théoriques mais non empiriques. Aucun indice, ni dans les annotations de Piri Reis, ni dans la comparaison avec d'autres cartes contemporaines, ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une représentation réelle de l'Antarctique. Le cartographe moderne souligne aussi que la carte ne repose pas sur une unique projection mathématique sophistiquée. Elle est, comme la plupart des portulans, le résultat d'un assemblage empirique de segments de côte relevés par estimation de distance et de direction. La tentative de faire entrer la carte dans une projection de type Mercator en reconstruisant pré-coup une grille trigonométrique est l'illusion d'une précision prodigieuse alors qu'elle impose plutôt un modèle moderne sur un document ancien. Au final, pour la communauté scientifique, les travaux de Hapgood relèvent de la pseudo-archéologie. Ils partent de documents authentiques, mais les interprètent à partir d'hypothèses non étayées, comme le déplacement brutal des pôles ou une civilisation glaciaire. Cela ne signifie pas que son travail soit dépourvu d'intérêt historique. Il a contribué à populariser la carte de Piri Reis, à sensibiliser le public à la richesse de la cartographie ancienne. Mais ses conclusions ne sont pas retenues par les spécialistes. Alors, une fois dissipées les brumes des hypothèses les plus audacieuses, que reste-t-il du mystère Piri Reis? D'abord, la carte demeure un document exceptionnel. Elle est l'un des témoignages les plus anciens de la manière dont un empire non européen, soit l'Empire ottoman, a intégré les grandes découvertes ibériques dans sa propre vision du monde. Piri Reis, marin et guerrier, a su rassembler les cartes arabes, portugaises, espagnoles et des récits de voyageurs et les fondre dans une synthèse originale. Il est à la fois héritier des traditions portulanes méditerranéennes et acteur du nouvel âge des explorations. Ensuite, la carte de Piri Reis illustre de façon spectaculaire la circulation des savoirs. Les informations collectées lors d'un voyage portugais au large du Brésil se retrouvent, par des voies parfois tortueuses, dans les mains d'un amiral ottoman. Ce parchemin d'Istanbul est, à sa manière, une intersection fascinante entre l'Europe, le monde islamique et les terres nouvellement découvertes. Enfin, la manière dont la carte a été reçue au XXe siècle raconte une autre histoire, celle de nos propres fantasmes et espoirs. Hapgood, Nordenskjöld, Mallory et leurs continuateurs ont cherché dans ces lignes anciennes la confirmation d'une intuition profonde, celle d'un préjugé tenace. La conviction qu'avant notre civilisation industrielle, d'autres peuples auraient atteint un haut niveau de savoir, puis seraient tombés dans l'oubli. Les historiens modernes, eux, y voient surtout un objet remarquable, mais explicable, du début du XVIe siècle. Terminons ensemble ce voyage de découverte en rappelant que la carte de Piri Reis ne prouve pas l'existence d'une civilisation mondiale engloutie sous les glaces. Elle ne démontre pas, à ce jour, une Antarctique dénudée, ni des connaissances géodésiques impossibles pour 1513. Mais elle témoigne de quelque chose de tout aussi fascinant, la capacité d'un homme, Piri Reis, à exploiter les savoirs de son temps, à en reconnaître la valeur et à les assembler en une image du monde qui déjà franchissait les frontières des empires et des religions. Le véritable mystère n'est peut-être pas celui d'une Atlantide oubliée, mais celui de notre propre regard. Nous aimons croire que le passé recèle des secrets fabuleux, des civilisations disparues qui nous ressemblent trop pour n'être que de légendes. La carte de Piri Reis nous rappelle qu'il existe une autre forme de merveille, celle des traces bien réelles, patiemment étudiées par les historiens qui racontent comment, pas à pas, par erreur et rectification, l'humanité a appris à se dessiner elle-même sur la surface de la Terre.
Entre science et mystère, scepticisme et fascination, la carte de Périérès demeure ainsi ce qu'elle a toujours été, un fragment de parchemin et un miroir tendu vers nos rêves.